Bonjour, je suis Alice Quinn et pendant le confinement, je vous lis des extraits de mon roman Maldon au Festival de Cannes en feuilleton tous les jours autour de midi. Il s'agit d'une comédie policière, une lecture pour vous apporter un peu de bonne humeur. Mais rire ne m'empêche pas de penser au personnel soignant si éprouvé en ce moment. Ils sont en première ligne, ils n'ont pas les armes les plus élémentaires, comme les masques par exemple. Imaginez des soldats dans les tranchées, sans chaussures, c'est un peu ça la situation. Alors de tout mon cœur, je les remercie pour leur abnégation, leur dévouement, et je vous en conjure, vous qui écoutez le feuilleton, si vous voulez vous rendre utile, si vous voulez les aider, restez chez vous. Nous en sommes déjà au 23e jour de confinement, le mercredi 8 avril 2020, et il s'agit de la lecture numéro 21. Dans l'épisode d'hier, alors que Rosie ne pensait qu'à rêver à son amoureux, un hélico rempli d'hommes en noir, genre GIGN, atterrit sur son terrain vague et enlève tout le monde avec brutalité. Ses filles, Sergo et elle. Les voilà soudain débarqués dans une somptueuse villa surplombant la mer quelque part entre Nice et l'Italie. Et qui les accueille avec un ricanement qui ne présage rien de bon? Girard himself. Allez, je commence. Devant nous, debout, Girard, David Hu et Kalash nous observent. Derrière ce dernier, comme d'habitude, Marco et Piotr n'ont Dieu que pour moi. Ils ricanent méchamment. T'as vu, maman? C'est les balais de la sorcière, dit Emma. Personne ne relève cette répartie. Marco et Piotr rongent leurs freins, le regard plein de haine. Contre les murs, bien rangés comme des soldats, cernant la scène, les tortues ninja au garde à vous nous tiennent en joue avec des sortes de petits fusils mitrailleurs. C'est peut-être ça, en vrai, des kalachnikovs. Alors, tu fais moins ta maligne, hein, ce gosse Marco, pauvre tâche. Tu croyais pouvoir nous échapper? Molchat, dit leur chef, Kalash. Il leur a dit de fermer leur bec, maman, dit Sabrina. Décidément, c'est tout ce qu'ils savent faire, dire aux gens de se la fermer. Madame, dit Girard, si cette situation vous amuse. Mademoiselle, s'il vous plaît, on n'a pas gardé les bestiaux ensemble. Il me regarde avec incrédulité, laisse passer 3 secondes, décide de ne pas relever mon impertinence et poursuit. Je pense qu'elle vous réjouira moins dans quelques minutes. Pas du tout, intervient Sergo. C'est simplement que cette fille est trop nerveuse. Elle bavarde pour masquer sa peur. Trop, je le sais. Surtout n'en tiens pas compte, Henri. C'est une brave fille. Salut, au fait, ça va, toi? Toi, je t'ai pas sonné, répond Henri Girard. Tu m'as fait assez perdre de fric comme ça. Mais... Elle est où, Paloma? Elle n'est pas là, Alan. Elle n'est pas au courant de cette action. Cette fois, tu pourras pas te planquer derrière elle. C'est une affaire entre toi et moi. Je sais bien qu'elle n'aurait pas été d'accord. Tu crois que je lui dis tout? Je lui dis seulement ce que je veux bien. Elle est trop sensible pour tout connaître sur mes activités. De temps à autre, je la laisse s'amuser en lui faisant croire qu'elle a un peu de pouvoir, qu'elle peut m'influencer dans le choix d'un achat de footballeur, par exemple. C'est juste pour lui faire plaisir et pour qu'elle ne me prenne pas la tête. Et aussi pour la valoriser, qu'elle prenne confiance en elle. Que veux-tu, ma fille? C'est toute ma vie, je peux rien lui refuser. Je sais que je l'ai trop gâtée, ma princesse, elle est devenue un peu capricieuse. Parfois, je suis donc obligée de lui cacher certaines choses. Elle croit tout savoir, mais elle se gourre complètement, puisqu'elle ne connaît que la partie émergée de l'iceberg. 63. Je sens Sergo qui frémit sur son fauteuil et je lui donne un coup de pied pour qu'il se calme. Il est remonté. Quand même, Henri, tu exagères. Comment tu peux parler d'elle comme ça? Après tout, c'est grâce à elle que tu as investi dans le cinéma.
Ah bah justement, tiens, puisque tu amènes ce sujet sur le tapis, parlons-en du cinéma. Tu comprends bien, mon pauvre Alan, que je ne peux pas laisser ouvertement un pauvre type comme toi, une cloche, un loser, me ridiculiser aux yeux du monde. Je suis obligé de trouver une porte de sortie digne de ce nom, une solution à cette catastrophe financière, un moyen de gagner, envers et contre le sort, de l'argent avec toi, malgré ton peu de talent, aussi bien comme footballeur que comme acteur. Sergo, énervé, se lève pour en découdre avec Girard. Il n'a pas vu que celui-ci avait fait un signe de tête à Piotr. Sergo n'a pas le temps de faire un pas qu'il reçoit un coup de crosse sur la mâchoire. Un gémissement, Sergo retombe sur ses fesses, à moitié assommé, la joue ensanglantée. Il est temps que je m'en mêle. Bon, ça va, on a compris que vous avez la plus grosse. Vous êtes armés, vous avez des centaines de milliers de tortues ninja contre nous. Et nous, une équipe composée d'une faible femme et de ses enfants. Bon, d'accord, il y a lui aussi, mais il compte pour du beurre, puisque c'est moi, son garde du corps. Vous voyez où nous en sommes réduits. Bon, alors, maintenant, vous allez abréger votre cinéma et nous dire ce que vous voulez. Mademoiselle ne voyait aucune animosité personnelle dans toute cette histoire. Ah, si c'est seulement ça qui vous ennuie, soyez rassurés, je ne vois rien de personnel là-dedans, vu que je ne vous connaissais ni d'Ève ni d'Adam il y a encore une petite semaine. D'Adam. Oui, d'Adam, c'est exactement ce que j'avais dit. Pourquoi vous me reprenez? J'en ai marre de ces donneurs de leçons qui passent leur temps à reprendre les autres, alors qu'en fait c'est eux qui sont sourds. Le type me regarde d'un air définitivement ahuri. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez ma photo? Il continue son jeu de mime, il regarde les autres comme pour les prendre à témoin. Vous voyez comme je suis calme, comme je sais me maîtriser. Le Russe, qui me connaît de longue date, hoche la tête aussi, d'un air de dire « Eh oui, comme ça, elle est... Je vous avais prévenu, elle est ingérable, complètement folle. » Quoi, vous voulez dire votre mot, le Ruskov? Je lui fais. Il hausse les épaules et ricane sauvagement, tandis que Girard se retourne de nouveau vers moi. Il me fixe encore, comme s'il rêvait, semblant se demander ce que je leur réserve à présent. Bon, ça y est, vous avez fini votre cirque. Allez, accouchez là, j'aimerais bien savoir pourquoi vous nous avez délégué carrément un hélico pour venir nous chercher. Je suis si importante. Oui, t'es importante, maman, dit Lisa. Puisque vous avez l'air curieuse. Oui, sur tout ce qui va nous arriver. Vous inquiétez pas, vous allez tout piger. Vous voyez, jusqu'à présent, je n'étais qu'un homme d'affaires, un millionnaire comme tant d'autres. Je jonglais entre les contrats juteux, les moyens d'influencer les hommes politiques, la gestion de mon image, le besoin d'écraser et les soirées caritatives. Mais depuis que j'ai approché le cinéma, je me suis dit que finalement, mine de rien, pendant toutes ces années, j'avais développé un talent certain pour l'élaboration de scénarios incroyables. J'étais un artiste qui s'ignorait. Je me suis découvert scénariste et j'ai mis au point une petite trame qui va servir mes intérêts tout en me permettant de clore à mon avantage ce désastre financier. Quel désastre, Henri? Demande bêtement Sergo. L'achat d'un tocard comme toi, Alan, d'abord comme footballeur puis comme acteur. Je vais vous raconter mon film, vous voulez? Même si je suis en effet très curieuse, sa morgue et son air suffisant m'exaspèrent tellement que j'ai envie de lui couper la parole et aussi de lui montrer que c'est moi qui commande. Bon les gars, je dis à la cantonade, calez-vous bien tous dans vos fauteuils, on a le droit au quart d'heure de la petite histoire. On est tombé sur un radoteur. Vous auriez pu faire une carrière de comique. Je vous ai pas attendu pour penser à ma carrière, vous inquiétez pas pour moi. Il lève les yeux au ciel en crispant les poings. Maman, me dit Sabrina, il y a des fois il faut savoir s'écraser. Comment, je m'indigne? C'est toi qui dis ça, Sabrina? Décidément, j'ai raté ton éducation. Elle fronce les sourcils. Maman, il s'agit d'assurer notre survie actuellement bien précaire, dit-elle.
Je crois bien que je peux noter le mot précaire comme nouveau mot de Sabrina du jour. Ça, c'est une notion qui t'échappe, continue Sabrina. Tiens, tiens, tu ne serais pas en train de commencer ta crise d'adolescence, toi? Oh, les nuls, là! Hurle le millionnaire, vexé d'avoir perdu l'attention générale. Vous m'écoutez ou pas? Oui, s'écrient les jumelles, qui adorent les contes. Il y a une sorcière dans ton histoire? Le voilà très content de capter enfin un vrai public. Tout commence lorsqu'un ancien footballeur raté qui veut se convertir en acteur à succès, mis en danger alors qu'il se rendait sur un rond-point de gilets jaunes pour soigner son image, rencontre une jeune femme très jolie. Ça c'est toi, maman? Non, ma puce, il raconte un film qu'il veut faire et il n'y a pas de vrais gens là-dedans. Votre mère a raison. Tous les personnages sont fictifs. Bon, je continue. Il rencontre une jeune femme très jolie qui le défend, qui le sauve et qui devient son garde du corps. Après cette petite aventure, nos deux protagonistes tombent fous amoureux l'un de l'autre et ce film, qui commençait comme un film d'action, se transforme en romance. Ils s'aiment, mais ce que la jeune femme ne sait pas, c'est que l'ancien footballeur est mêlé à des entreprises très louches. Il a participé dans sa jeunesse à de mauvaises actions en tout genre. Il y a quelques viols, des cadavres qui puent dans les placards. Burk, dit Sabrina. Burk, répètent les jumelles pour faire pareil. Mais, dit Sergo, d'où ça sort? C'est même pas vrai. Girard regarde Montrus et continue. Trafic de drogue, vol de diamants. Quoi? S'écrie Sergo en se tenant toujours la mâchoire. Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise blague? Ça va pas la tête. Je connais rien aux diamants. Il est nul votre scénario, Henri. Alan, contentez-vous de jouer votre rôle et ne mélangez pas la réalité avec la fiction. Je vous ai dit qu'il n'y avait rien de réaliste dans mon récit. J'ai écrit un scénario de fiction. Les petites l'ont très bien admis. Donc, c'est un ancien footballeur qui a été mêlé, entre autres, à des vols de diamants tellement bien élaborés qu'ils ont mobilisé les polices du monde entier. Il est soudain retrouvé. Ils envoient une brigade spéciale, une sorte de GIGN, pour arrêter ce malfrat international devenu leur ennemi public numéro 1. Dans la foulée, ils embarquent aussi la jeune fiancée et ses enfants. « C'est nous, maman, dit Emma. »« Non, ma puce, c'est pas des vraies personnes, il a dit. »« Bon, si vous n'arrêtez pas de m'interrompre, je pourrai pas finir. Allez, j'accélère. Donc, la police les embarque, les enferme dans une prison spéciale, tenue secrète. Ils veulent que l'ancien footballeur leur donne le nom de tous ses complices et leur explique son modus operandi. Comme ils ne font pas dans la dentelle, ils pratiquent un peu de torture pour leur faire parler. Pendant ce temps, la jeune femme qui ne sait rien et ses petites filles sont plutôt bien traitées dans leurs cellules. Elles ont tout le temps d'élaborer, parce qu'elles sont intelligentes, un plan d'évasion. Tout se passe à merveille, et comme la jeune femme sait se battre, elle arrive à anéantir tous les méchants qui torturaient son amoureux. Elle le libère. « Bravo, maman !» Girard lève les yeux au plafond, exaspéré. Les voilà courant dans les bois droit devant eux. C'est la nuit, une nuit d'orage terrible. Et soudain, ils se trouvent en haut d'une immense falaise. Ils n'ont plus d'échappatoire. Derrière eux, les forces de sécurité qui les poursuivent. Devant eux, les rochers et la mer, 500 mètres plus bas. Ils hésitent à se rendre, mais c'est le moment que choisissent des méchants pour intervenir. Ils ont appris l'arrestation et ils craignent que l'homme ne parle sous la torture. Nos gentils savent que cette fois, s'ils reviennent sur leurs pas, ils seront tués. Entre 2, mais même 3 sortes de morts, ils choisissent la plus romantique. Ils se tiennent tous par la main et ils sautent dans le vide. Fin. C'est nul, personne ne voudra voir ce film, je conclus. Ce n'est pas grave, j'ai l'habitude des bides, n'est-ce pas, Sergo? Non, rassurez-vous, ça va me rapporter beaucoup. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que je ne cherche pas à tourner le film vraiment. Ce qui m'amuse, c'est d'imaginer différentes actions et après de les faire jouer en vrai. Je les enregistre en vidéo pour plus de vraisemblance,
pour utiliser des projecteurs et des caméras, c'est fun, pour le souvenir aussi. Là, par exemple, nous allons tout de suite répéter la dernière scène. Enfin, quand je dis tout de suite, il faudra attendre la nuit, bien sûr. Donc, quand la nuit viendra, nous allons nous rendre tous ensemble au bord de la falaise et nous allons mettre en scène, pour mon plus grand plaisir, la dernière séquence de ce magnifique chef-d'œuvre. En attendant, pour que vous me laissiez travailler en paix, si vous le permettez, non, non, je permets rien du tout. C'était juste une formule de politesse. Je suis un garçon bien élevé. Donc, que vous me permettiez ou pas, nous allons de nouveau vous scotcher la bouche, histoire de ne plus vous entendre, en vous gardant dans ce salon, sous nos yeux. Et nous attendrons ainsi le moment de mon bon plaisir, la nuit. Mais il pleut même pas. Nous avons les moyens de simuler l'orage. Que croyez-vous? 64. Avant même que nous ne puissions faire un geste ou dire un mot, plusieurs tortues ninja se précipitent pour nous scotcher la bouche et nous serrer de plus près dans nos fauteuils. Les autres, les gros ou importants, s'éloignent vers la table cirée de bois précieux. Ils s'assoient et se penchent sur les ordinateurs en sirotant leurs verres. Une conversation sérieuse s'engage entre eux, tandis que je bouillonne et commence la longue opération qui doit nous conduire à notre évasion. Défaire mes liens discrètement. Un temps indéfini plus tard, je n'ai réussi à rien, les petites se sont endormies. Moi-même, je me suis assoupli par intermittence. Et Sergo s'abrutit dans la contemplation de loin de l'écran de TV géant qui continue à diffuser des images des catastrophes qui fleurissent partout dans le monde. La nuit tombe, les filles commencent à chouiner en se tortillant. Ça ne leur ressemble pas, mais c'est dû aux bâillons sur leur bouche. On les empêche de s'exprimer intelligemment, elles sont bien obligées d'être créatives. Les gros légumes autour de leur table se lèvent et aboient quelques ordres dans une langue que je ne comprends pas. Immédiatement, les ninjas s'agitent. Certains s'approchent de nous, nous saisissent par les bras et nous traînent de force jusqu'aux toilettes. Devant ma résistance, l'un d'eux essaie de me rassurer en baragouinant quelques mots en français. Pas peur, nous pas intention de tuer vous. S'il y a bien une chose que Mémé Ruth m'a apprise, c'est que quand quelqu'un dit qu'il n'a pas l'intention de faire quelque chose, c'est justement que c'est exactement ce qu'il va faire, surtout s'il s'agit de vous tuer. Pas si fastoche de me rouler. C'est évident qu'ils ont l'intention de nous tuer. Est-ce que vraiment il va organiser toute cette mise en scène ou veut-il simplement nous jeter du haut de la falaise sans autre forme de procès? Je laisse aux filles le temps de faire pipi et de boire de l'eau au robinet des toilettes, puis je commence à gueuler. Lâchez-nous, ça se passera pas comme ça! Sauf que j'ai toujours le scotch sur la bouche. Mes cris sont donc une bouillie épaisse et bouillonnante du genre « Je suis une charge comme ça !» La bande des bosses rigole, les filles donnent des coups de pied car elles n'aiment pas qu'on se moque de moi, mais l'un dans l'autre, ils parviennent à nous traîner jusqu'à la porte. En passant devant la télé, je vois que pendant que nous vivons ce cauchemar, d'autres s'amusent. Des images en direct du Festival de Cannes remplissent l'écran TV. Nos grands patrons se sont arrêtés aussi devant et regardent avec une moue dégoûtée tous ces gens en tenue de soirée qui se pressent sur les marches et sur le tapis rouge. Ce soir, c'est le grand tralala, la soirée de distribution des prix. Nicolas Rodzak, 2 starlettes légèrement vêtues à son bras, parade sur le tapis rouge, entouré de son staff de collabos au viol, applaudi par les journalistes. Les images défilent très vite. Pourtant, il m'a semblé reconnaître la petite Vanessa, celle de la DAS. Des gilets jaunes, non, c'est pas vrai. Elle a toujours pas compris, malgré la situation dans laquelle je me trouve moi-même. Je me sens fugitivement déçue et triste pour elle. Les Dorsets apparaissent aussi fugitivement puis pénètrent sous nos yeux dans la grande salle Louis Lumière. On aurait presque pu les toucher, tellement la définition de cet écran est bonne. C'est vrai, j'avais complètement oublié que même notre navet avait participé à cette compétition. Je lis dans les yeux de Sergo comme un étrange regret, et la rage dans ceux de son sponsor.
Quelques bribes du commentaire du journaliste nous parviennent. Il prend un ton attristé pour signaler que l'ancien footballeur Alan Sergo n'a toujours pas réapparu, que l'on s'inquiète de sa disparition, que son film n'a pas convaincu les spectateurs lors de sa projection, que c'est le film qui a récolté le moins d'étoiles de la part des critiques et du public. Unanimité de réaction, ce qui est assez rare. Mais il change brusquement de ton pour saluer l'arrivée du grand producteur-réalisateur Nicolas Roszak, ce con d'obsédé, qui arrive en haut des marches. Girard devient tout rouge, il flanque une gifle sur la nuque de Sergo et s'éloigne de nous d'un bon pas pour nous précéder dans la randonnée qu'il a organisée. Vous ne voulez pas savoir qui va recevoir la Palme d'Or ? On pourrait tourner votre séquence de fiction après la remise des prix ? J'ai demandé ça pour gagner un peu de temps. Il le prend très mal, il pense qu'il s'agit d'une provocation de ma part. En fait, peut-être que c'en était une. Je ne sais plus à quel saint me vouer. Comment nous sortir de cet engrenage et sauver mes filles ? Je ne me reconnais plus. J'ai toujours plein d'idées, d'habitude, et là, niette, que du vide dans mes neurones. C'est peut-être l'amour qui m'a rendue bête. Je fais rapidement une petite prière à Saint-Expédite. Celui des causes désespérées, celui qui réagit le plus vite parmi tous les saints, celui qui a sauvé Mémérute pendant la guerre. Peut-être que là aussi, il va faire un miracle. Vu ma connerie, je ne mérite même plus d'être aidé par n'importe quel saint, Expédite ou Malak, ou même par mon ange gardien. D'ailleurs, est-ce que j'en ai seulement un ? Si quelqu'un me vient en aide, ce serait plutôt le diable des cons, pour m'emmener dans l'enfer des tâches. Quand je pense qu'hier encore je gazouillais la vie en rose en me disant que j'étais la plus heureuse du monde, plus coucourge que moi, tu meurs. Et voilà! À demain les amis!